Rodolphe Saadé, qu'il est inutile de présenter puisque nous sommes à Marseille, évidemment. Madame la ministre Kazadi, installez-vous, je vous en prie. Monsieur le ministre Hefni, et évidemment Pascal Laureau, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre pour ce moment qu'on va passer ensemble. Je crois que vous pouvez les applaudir encore et applaudir les organisateurs pour avoir réussi à réunir un panel de cette qualité. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble ici à Marseille, aux confluences de la Méditerranée, terre aux racines profondes, mais également avec un avenir que nous sommes en train de dessiner ensemble lors de cette 4e édition du Forum Europe-Afrique. Évidemment, nous sommes en France, donc j'aimerais commencer par citer le très grand poète français qui, dans son œuvre majeure de 1995, La haine, Mathieu Kassovitz a dit « Jusqu'ici, tout va bien, ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage ». Nous allons donc parler de l'atterrissage de l'économie mondiale, de géopolitique et de tous ces éléments qui structurent le débat, en partant de 3 hypothèses principales. C'est que nous sommes dans un monde de fracture et dans un monde de rupture, et que l'agilité va devenir la commodité la plus importante pour pouvoir naviguer dans cet espace incertain. Au niveau des fractures, vous les connaissez, elles sont géopolitiques, avec les 3 nœuds gordiens qui sont dans le monde, les endroits par lesquels transite le commerce mondial. Et puis, au niveau des ruptures, il y a évidemment l'intelligence artificielle, la résurgence d'un certain nombre de conflits, et notamment aux portes de l'Europe, et comment pouvoir bouger à l'intérieur de tous ces éléments et de ces sables mouvants. Donc, avec moi, aujourd'hui, pour discuter de ces différents éléments, j'ai 5 invités exceptionnels. Un représentant du continent des penseurs, donc Pascal Laureau, vous serez l'économiste et le juge de paix un petit peu des discussions. Et puis 4 représentants du continent des acteurs. Évidemment, Rodolphe Saadé, qui est le représentant en quelque sorte du secteur privé. Vous êtes le président directeur général de CMA-CGM, 3e armateur mondial, un leader logistique qui relie 420 ports et 180 pays avec une flotte de plus de 650 navires. Et évidemment, votre vision du fret et de la souveraineté maritime est au cœur de la conversation mondiale, notamment lorsqu'il s'agit des corridors. Par ailleurs, vous avez également développé le groupe dans les médias via plusieurs acquisitions, dont celle de la Tribune. Vous êtes donc en quelque sorte notre hôte de ce forum Europe-Afrique. Leïla Benelli, je me tourne vers vous. Vous êtes la ministre marocaine de la transition énergétique du développement durable. Vous pilotez les stratégies énergétique et en même temps la question essentielle de la transition écologique. Vous avez une vaste expérience internationale dans le monde de l'énergie, de la finance, de la stratégie, et vous avez été président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement de 2022 à 2024. Vous êtes ministre depuis 2021 et vous avez été reconduite par Sa Majesté le Roi en octobre 2024 dans ce même portefeuille. Aboubakr Hefni, vous êtes diplomate de carrière, vous êtes vice-ministre égyptien des Affaires étrangères, vous êtes connu pour être un des artisans du multilatéralisme sud-sud, mais vous êtes la voix de cette jugulaire du commerce mondial qu'est le canal de Suez. Et à ce titre, vous allez être particulièrement scruté et toutes vos paroles seront très entendues parce qu'évidemment, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de cette zone. Et vous êtes, comme je l'ai dit, diplomate de carrière. Vous avez été en poste au Maroc, en Uruguay, au Paraguay, et vous avez occupé des postes diplomatiques importants, notamment auprès de la Commission pour l'économie africaine. Bestine Kazadi, vous êtes ministre délégué en charge de la coopération internationale et francophonie de la RDC. Vous avez été conseillère spéciale du président, vous êtes avocate, autrice, militante pour la gouvernance inclusive, et on le verra peut-être à la fin, une sportive accomplie, puisque la politique, comme chacun sait, est un sport de combat. Et donc vous nous direz un petit peu comment cette expérience du sport vous a aidé à pouvoir avancer là-dedans. Alors, pour cette première question qui est issue du fameux théorème trotskiste qui permet de faire une question très ouverte en disant comment vous voyez les choses, je voudrais démarrer par vous, Président Saadé, parce qu'en quelque sorte, votre entreprise est un formidable sismographe des battements de la mondialisation. Vous pouvez quasiment en temps réel
savoir dans les 183 pays dans lesquels vous faites du business, comment se passe l'économie mondiale, comment se passent toutes ces questions dans un contexte de retour de logique protectionniste. Comment vous voyez les événements qui se dessinent pour le futur, au-delà du bruit de ces derniers mois? Bonjour à tous, merci pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, on entend beaucoup de choses et arriver à garder la tête froide pour décider de ce qu'il faut faire n'est pas toujours très aisé. Dans mon secteur qui est le transport maritime et la logistique, le meilleur moyen pour sentir comment va le marché, comment va le monde économique, c'est le remplissage de nos navires. Et ce que je dirais, c'est qu'au départ d'Asie et au départ de Chine, qui est quand même le grenier du monde, on note une baisse significative des exportations de Chine vers les États-Unis. Donc nous, on a baissé nos volumes de l'ordre de 60%, ce qui est très important. Donc aujourd'hui, la baisse est significative au départ de Chine sur les États-Unis, mais le marché reste soutenu sur d'autres destinations, comme par exemple au départ d'Asie, sur l'Europe, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique et sur d'autres continents. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'est que les Américains ont décidé, à cause de ces tarifs, de moins acheter. Et donc ça a un impact sur l'économie mondiale qu'on voit ralentir. Merci, Président Saadé. Je me tourne vers vous, Madame la Ministre, parce que, évidemment, les questions d'énergie sont intimement liées à ces questions de commerce, mais il y a également la question de la stabilité, qui est cette nouvelle commodité importante. Alors, le Royaume du Maroc, il est connu pour sa stabilité institutionnelle, macroéconomique, et également pour sa capacité à développer des coopérations. On l'a vu récemment lors de la méga panne espagnole, où c'est le Maroc qui a participé à la reconnexion espagnole. Pour vous, quelles sont les clés pour réussir à naviguer dans ce secteur stratégique de l'énergie qui est fortement perturbé par ce dérèglement du commerce mondial? Oui, merci Monsieur Alaoui. Il faut d'abord se rappeler que les questions énergétiques sont très intimement liées en effet aux questions de commerce, mais surtout aux questions sécuritaires. Donc la question de la stabilité et de la résilience qui doit se construire dans le temps long et un peu l'histoire du Maroc. Donc je vais essayer de décrire un peu la stratégie énergétique marocaine avec ce prisme-là. C'est une stratégie énergétique qui avait été lancée en 2009 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais qui reprend un petit peu ces clés de résilience qui finalement, les ingrédients des perturbations, des turbulences que nous voyons pendant les 3 dernières années, trouvent leur source depuis la chute du mur de Berlin, à un moment où justement Sa Majesté avait été très présent dans les différentes COP et a été, je dirais, très soucieux de ces questions de transformation géopolitique et environnementale également. Donc finalement, aujourd'hui, si vous voyez la stratégie énergétique marocaine, elle est très simple, c'est un triangle. C'est un triangle qui reprend 3 éléments clés, la souveraineté, la compétitivité et l'interdépendance, parce qu'il y a cette conviction profonde que l'interdépendance est garante de paix. Et la paix est garante de prospérité. Donc vous avez à la tête de mon triangle les énergies renouvelables, avec des objectifs qui changent. Deuxième point de mon triangle, donc la souveraineté. Deuxième point de mon triangle, c'est l'efficacité, donc compétitivité. Et troisième point de mon triangle, c'est l'intégration régionale. C'est pour ça que nous poussons ces partenariats stratégiques avec les pays voisins pour pouvoir asseoir cette interdépendance dans ces secteurs qui sont très importants. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que j'insiste sur, en termes très, je dirais, bureaucratiques et de ministre de l'énergie qui se bat pour ces investissements, multiplier par 3 les investissements annuels dans les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques et multiplier par 5 les investissements annuels dans les réseaux. C'est un changement de mindset. C'est un nouveau plan Mesmer, puisque nous sommes en France. Voilà. Merci Madame la Ministre. Alors, vous me donnez une transition idéale pour me tourner vers vous, Aboubakr Hefni. L'Égypte est éminemment locale, c'est-à-dire qu'elle a des enjeux qui sont extrêmement liés à sa situation géographique, mais c'est aussi un de ces nouveaux connecteurs de la mondialisation sur cette façade orientale de l'Afrique. Quelle est votre vision des choses depuis le Caire? Comment voyez-vous les turbulences à l'œuvre en ce moment?
Bon, merci beaucoup pour m'inviter à cette tribune. Bon, l'Égypte, ce n'est pas la première crise que l'Égypte y passe. Donc, pour nous, nous sommes là depuis 7000 ans et on va rester encore 7000 ans. Et pour nous, une année ou deux, c'est vraiment c'est rien. Et à notre avis, ça ne peut pas continuer. Donc, il faut vraiment penser au premier jour après la fin de cette crise-là. À notre avis, pour ce qui concerne l'énergie, on a diversifié. Et déjà, la France a entamé une démarche récemment afin de considérer, par exemple, l'énergie nucléaire comme une énergie propre. Donc, susceptible d'avoir des fonds concessionnels. Et donc, je pense que ceci a été accepté. Et donc, je pense que dans les années à venir, je pense que le nucléaire va être très, très important. L'hydrogène vert aussi, c'est très important. Et on vient de signer un contrat avec EDF durant la dernière visite du président Macron au Caire en avril dernier, dans de 7 milliards d'euros. Nous avons la plus grande station solaire au sud d'Égypte, à Beneben, la première en partenariat secteur privé et public. Et on parle aussi, l'Égypte maintenant regroupe à peu près 55 000 mégawatts d'électricité. Donc on a vraiment même un surplus d'énergie. Donc sur ce point-là, je pense qu'avec l'entrée en vigueur de la station nucléaire de la côte nord, je pense qu'on aura vraiment un surplus qui pourrait, comme Madame la ministre a dit, donner à l'Europe. Et je pense aussi qu'il y a des accords qui ont été conclus avec la Grèce afin de faire passer l'électricité égyptienne vers l'Europe. D'accord. Ça reflète aussi un changement de statut de l'Égypte, parce que je crois que tout le monde ici a en mémoire cette discussion un peu surréaliste entre le président Macron et le président Sisi, dans lequel ils étaient en train de négocier des contrats commerciaux. Pour le Sud global, d'avoir des acteurs aussi vocaux qui négocient pied à pied le taux d'intégration dans leur pays, comment est-ce que quelque chose a fondamentalement changé, Monsieur le Ministre? Donc, référant à ce discours, cette discussion qui a eu lieu dans le métro, en fait, c'était sur le métro. En fait, c'était sur le contrat qui a eu lieu entre entre le gouvernement égyptien et la société française Alstom. Donc, Alstom, on a signé un accord afin de recevoir des rolling stocks, comment on dit ça, les voitures de métro. Et donc, c'est un contrat d'à peu près 800 millions d'euros afin de fournir des voitures pour la 6e ligne de métro du Caire. Donc là, nous sommes 4. Il y aura encore 2 qui vont arriver jusqu'à la nouvelle capitale. Donc, on peut prendre le métro du Pyramide. Donc, c'est le point le plus à l'ouest du Caire, jusqu'à dernier point, c'est la nouvelle capitale. Et donc, Alstom, ils vont localiser leur usine en Égypte. 13% de cette production-là va se faire en Égypte. Ça, c'est la deuxième fois qu'on va localiser les rolling stocks en Égypte. Donc, il y a Narik, c'est une société égypto-coréenne qui va aussi construire des voitures pour les métros du Caire. Très bien. Madame la ministre, je me tourne vers vous parce que votre pays, évidemment, est le plus vaste d'Afrique. Il est au cœur de la formidable bataille des volontés mondiales. Il a les plus grandes réserves au monde de terres rares, de minerais. Et donc, il y a évidemment beaucoup de convoitises, beaucoup d'enjeux autour de la RDC. Il est évidemment au cœur de l'actualité, mais vous n'êtes pas la ministre des Affaires étrangères, peut-être un jour. On la laissera s'exprimer sur le processus qui a été lancé. Mais vous avez un point de vue certainement singulier sur l'évolution de l'économie mondiale. Quel est votre constat de l'évolution des choses et l'impact que ça a sur le continent et notamment sur le plus grand pays d'Afrique? D'abord, bonjour mesdames, messieurs. On a affaire à un monde en mutation et l'émergence d'un nouvel ordre mondial qui met fin à la domination du monde unipolaire. Donc le monde se décentre sur l'axe transatlantique et je pense que ça permet à l'Afrique de redéfinir ses relations internationales dans le monde et de prendre une place d'acteur de son développement plutôt que de spectateur. Alors c'est vrai qu'on a une Europe qui est
en perte de position, en perte d'influence, mais qui a quand même ce besoin de se réaffirmer, de se repositionner. Et puis l'Afrique, qui est une puissance d'avenir, avec ses ressources naturelles, avec sa politique au service de la transition énergétique. Donc on a peut-être l'occasion, pour l'Europe comme pour l'Afrique, de faire un pont à travers une complémentarité aussi due au fait de leur proximité au niveau continent. C'est quand même peut-être une réponse à la position, à la pression de la migration, de la politique d'immigration. C'est également une réponse peut-être que l'Europe devrait plus investir dans une Afrique forte, une Afrique puissante, pour investir dans sa résilience à elle. Je pense que si l'Europe ne s'engage pas aujourd'hui, eh bien, elle va être en perte de vitesse face à de nouveaux partenariats. Notamment dans mon pays, nous constituons maintenant des partenariats plus stratégiques avec une montée en puissance de certains pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, la Russie, sur des partenariats où il y a moins de conditionnalité politique, où c'est présenté comme des contrats gagnant-gagnant. Donc je crois que l'Europe doit réinventer un narratif différent, être moins centrée sur ses besoins stratégiques, être plus dans les investissements directs industriels et avoir peut-être un narratif différent, moins colonialiste, moins paternaliste, mais plutôt centré sur également le co-développement industriel partagé. Donc selon vous, Madame la Ministre, le plan Marshall de 40 milliards d'euros annoncé par l'Europe en 2023 n'a pas créé l'électrochoc, notamment en matière d'infrastructures, de financement en Afrique? La Chine répond avec 57 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc vous voyez un peu la différence. Les chiffres, je crois, répondent à votre question. Alors, évidemment, ça m'oblige en quelque sorte à vous interpeller, même si c'était votre tour, Pascal Laureau. Madame la ministre vient de dire que l'Europe qui conditionne son partenariat, elle l'a dit très pudiquement, mais qui en réalité, l'Europe revendique une espèce de magistère moral sur l'Afrique dans ses relations transactionnelles avec elle. Donc je me tourne vers vous, parce que vous connaissez bien l'Europe, vous comprenez bien les dynamiques qui sont à l'œuvre. Henry Kissinger disait, si quelqu'un trouve le numéro de téléphone de l'Europe, qu'il me le donne, parce que pour l'instant, j'arrive pas à leur téléphoner. Est-ce que vous pensez que l'Europe va retrouver une voie, va de nouveau peser dans le concert des nations et surtout dans l'articulation de cette colonne euro-africaine? Alors, merci tout d'abord de votre invitation. Merci, heureux d'être avec vous ce matin. L'Europe puissance diplomatique, c'est en fait la question que vous posez. Je pense qu'on en est encore assez loin aujourd'hui, notamment dans la relation avec l'Afrique. On se rend compte que finalement l'Europe est relativement fragmentée dans sa vision géopolitique. La France, l'Italie, par exemple, sont des pays qui ont des liens historiques, une proximité géographique et des intérêts stratégiques en Afrique. C'est le cas également pour un certain nombre d'anciennes puissances coloniales, Belgique, Espagne, Portugal et autres. Mais quand on est à Varsovie, quand on est à Prague, quand on est à Budapest, finalement, on regarde très très peu l'Afrique, on regarde davantage à l'Est. Donc on a un problème de cohérence. Alors c'est vrai qu'on a un cadre partenarial aujourd'hui avec des sommets Union africaine, Union européenne. On a des partenariats ou des sommets aussi bilatéraux, France-Afrique, France-Italie, France-Espagne, France-Portugal, etc. Vous avez les accords post-Cotonou, vous avez une multitude de cadres finalement qui régissent les relations entre la France, enfin entre l'Europe pardon et l'Afrique. Mais tout ceci, ça fait pas vraiment une vraie stratégie cohérente. On a beau avoir un haut représentant pour la diplomatie et les relations extérieures, mais il est dans l'incapacité totale, parce que c'est pas dans les traités, c'est pas du tout dans ses statuts, il est dans une incapacité relativement forte finalement à imposer sa vue ou une vision cohérente aux différentes puissances qui composent l'Union européenne. Donc on est quand même dans cette situation assez paradoxale où l'Europe a besoin de l'Afrique. L'Europe souhaite réinvestir l'Afrique et renforcer sa relation. Il y a un certain nombre d'initiatives globales qui ont été prises, mais dans le même temps, finalement, on a du mal
à avoir une colonne dorsale cohérente, avoir une vision, avoir véritablement un cap. Donc la difficulté est là aujourd'hui. Donc l'Europe, grande puissance sans doute politique, grande puissance économique, mais petite puissance diplomatique qui a du mal à trouver ses marques en Afrique et à trouver effectivement les synergies entre ses membres qui permettraient d'avoir une politique plus globale et plus efficace à destination du continent. Merci beaucoup. Madame la ministre Ben Ali, Pascal Laureau vient de dire l'Europe a du mal à trouver un cap. Ça ne semble pas être le problème du Maroc, qui est un pays qui, selon vos dires dans votre dernière interview à Bloomberg, dispose à la fois d'un cap et d'une vision. Vous avez d'ailleurs utilisé le terme last man standing, donc je vais utiliser un de mes jokers avant de poser la question. Pourquoi last man et pas last woman standing? Je ne m'attendais pas à celle-là. Très bien. Parce que Tahar Ben Jelloun, en écrivant ses lettres à Delacroix, c'est un homme qui écrit à un autre homme, qui a dit que le Maroc est finalement une nation qui a résisté à l'Empire ottoman. Et j'aurais bien aimé des hommes et des femmes qui ont investi dans ces secteurs-là. Et c'est pour cela que c'est très important de dire que le siècle dernier, the last man standing dans les secteurs de l'énergie, l'Arabie Saoudite pour le pétrole, le Qatar pour le gaz, les États-Unis, etc. C'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont investi qui ont pris le pari d'investir massivement, en masse, dans de grands réservoirs. Ils ont donné un coup de pouce à la nature, finalement, ces hommes et ces femmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a commencé à produire du pétrole à moins de 5 $ le baril, le Qatar a commencé à produire du gaz à moins de 2 $ la BTU, parfois même à des coûts négatifs. Et donc le Maroc, au XXIe siècle, nous voudrions que ce soit à peu près la même histoire. Nous avons cet énorme réservoir de capacités renouvelables avec de grands investissements en infrastructures qui ont accompagné ces 20 dernières années. Et nous pouvons produire de l'électricité compétitive. Je vais jeter un pavé dans la mare. Moins d'un tiers du coût du nucléaire français. Nous pouvons produire des fuels verts, du méthanol et de l'ammoniac pour que les 650 navires de CMA CGM puissent pouvoir avoir des fuels à moins de la parité GNL. Donc c'est ce que je voulais dire par last man or last woman standing, si vous voulez. La compétitivité est très 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 importante, comme il a été dit pendant tous les panels de ce matin. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, ça a été mentionné par Madame la ministre de la RDC, dans cette grande révolution également des métaux et minerais critiques et stratégiques. J'ai les mines également dans mon portefeuille. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec nos partenaires dans ce qu'on appelle la super région qui s'étend du Kazakhstan au Maroc jusqu'en Afrique du Sud, mais surtout avec nos partenaires africains pour redéfinir la certification ESG, la durabilité, pour que le Maroc finalement, pour qu'il y ait du fer produit au Gabon ou du lithium produit en RDC ou du cobalt produit au Ghana, puisse être, s'il transite ou s'il est processé au Maroc, puisse avoir cette garantie de durabilité. J'espère que nous allons pouvoir l'annoncer avant la fin de l'année à notre congrès des mines au Maroc, pour dire qu'il y a un minimum à respecter. Pas de travail des enfants, pas d'esclavage, du travail dans de bonnes conditions de couverture de maladies professionnelles dans le secteur des mines. Mais le secteur financier n'a jamais pu pénétrer complètement le secteur des mines africains. Donc il est temps de redéfinir ces certifications pour que nous puissions financer ce secteur et que l'Afrique puisse avoir accès, comme le disait Madame la Ministre, à ce développement tant attendu par tout le monde. Merci Madame la Ministre. Alors, Ministre Efni, je me tourne vers vous, parce que Madame la Ministre nous dit qu'elle veut renverser la table dans la certification des mines et qu'on a un rôle à jouer dans ce nouveau couloir de pays producteurs de minerais et de métaux rares. En Égypte, on est au-delà de ce sujet-là parce qu'on est dans la question des équilibres et des interdépendances. Alors vous êtes un pays iconique, emblématique pour réussir à faire du multilatéralisme actif dans un monde de plus en plus polarisé.
pour le dire de manière très triviale, vous arrivez à parler avec tout le monde et à construire des coopérations avec tout le monde. C'est quoi la recette égyptienne pour réussir à parler à tout le monde dans ce monde un peu hystérisé? Je vais vous donner un exemple concret. Un consortium égyptien, dont quelques-uns se trouvent dans cette salle, en coopération avec des Ivoiriens, des Sud-Africains et Deutsche Bahn, ont su signer un accord avec le Gabon afin de développer l'axe de développement du Gabon qui porte de Belinga jusqu'au port de Maïmba au sud. On parle de 970 km. Ça, c'est un exemple concret de ce que les Africains avec les Européens peuvent faire. Et là, vraiment, j'invite le prochain sommet Euro-Afrique qui aura lieu à Luanda, en Angola, je pense que ce sera en octobre prochain, d'étudier deux projets concrets. Le premier qui concerne le RDC aussi, c'est le corridor de Lobito. Ça concerne la Zambie, la RDC et l'Angola. On parle vraiment d'un axe de développement de 1700 km, donc j'invite les sociétés européennes à investir dans ces deux axes-là. Donc l'axe du Gabon, on parle entre 10 et 15 milliards de dollars. Lobito, c'est encore plus que ça. Pardon ? C'est 4 milliards. Voilà. Donc je pense qu'au Luanda, je pense que ça serait quelque chose qui sera sur la table et je les invite aussi à discuter ce modèle du Gabon qu'une société égyptienne avec des sociétés ivoiriennes et une société sud-africaine, Tello en l'occurrence, et Deutsche Bahn, qui est le chemin de fer allemand. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Madame la Ministre, je me tourne à nouveau vers vous. Alors, la RDC, on l'a dit, est aux confluences de plein d'intérêts géopolitiques, mais vous avez un plan et vous avez un certain nombre d'atouts que vous vouliez partager, et notamment ce fameux triptyque vertueux entre les infrastructures, la décarbonation et l'exploitation des minerais dont parlait Madame la Ministre Ben Ali. Est-ce que vous pensez que cette combinaison est de nature à pouvoir favoriser un décollage de la RDC, un décollage qui a été promis de nombreuses fois? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne cette fois? Alors, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, aime bien de présenter la République démocratique du Congo comme un pays solution. Alors, en quoi est-ce que c'est un pays solution ? Quelques chiffres. On est le deuxième producteur de cuivre, on détient 70% 70% de la production mondiale du cobalt, donc le minerai qui fabrique tout ce qui est batterie électrique. On a du lithium, Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, on a de l'uranium, etc. On a beaucoup de minerais stratégiques qui sont nécessaires à la transition énergétique, la transition écologique. Donc, c'est un atout important. C'est aussi pour nous l'occasion ou une opportunité de pouvoir utiliser ces ressources minerais pour attirer des investisseurs, des partenaires importants, stratégiques. Et en contrepartie, et là peut-être que l'Europe joue un rôle important, nous permettre de transformer nos économies, les diversifier et avoir ce que le président aime bien dire, la revanche du sol sur le sous-sol. Notamment, on a 80 millions d'hectares d'hectares de terres arables. Donc, la création de zones économiques spécialisées, c'est aussi un atout important. Vous parlez de décarbonisation. Nous sommes le deuxième poumon du monde avec 60% du territoire du bassin du Congo en RDC. Ça signifie quoi? Ça signifie que nos forêts absorbent 1,5 milliard de carbone par an, le carbone du monde. Nous avons également des tourbières qui sont un stock naturel d'absorption de plus ou moins 30 000 gigatonnes de dioxyde de carbone. C'est un stock naturel. Nous avons également dans le bassin du Congo de l'eau douce qui constitue 10 à 12% de l'eau douce du monde et qui représente 52% d'eau douce d'Afrique. Donc c'est aussi, l'eau est importante pour la transition énergétique.
Nous avons, tout à l'heure, Monsieur le ministre en a parlé, donc il faut savoir que la République démocratique du Congo est enclavée autour de 9 pays voisins, avec comme seule sortie vers l'extérieur 45 km vers l'océan Atlantique. Donc il est important pour nous de créer de l'interconnectivité et à travers justement des corridors économiques. Monsieur le ministre a parlé du corridor de Lobito, qui est un corridor qui va nous permettre de pouvoir faire circuler nos minerais vers l'Afrique australe. On a également le corridor de... tout à l'heure, vous disiez 1700 km carrés, oui, dont 400 km sont en RDC, donc c'est énorme. C'est véritablement un accès vers l'océan Atlantique. Donc ça désenclave la partie du Katanga où il y a des minerais stratégiques importants. Il y a aussi le corridor de Gitega qui est un partenariat tripartite entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Burundi, et qui donne accès à l'océan Indien. C'est aussi une des solutions. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, les 80 milliards de kilomètres carrés de terres arables qui sont propices à l'agroalimentaire. Donc pour vous, Madame la Ministre, ça va être cette force centrifuge qui libère et qui permet le désenclavement, en réalité, de la RDC. C'est ça, on est un véritable moteur de développement économique. C'est ça le mouvement. C'est très clair. Merci beaucoup. Pascal, je me tourne vers vous, parce que Madame la Ministre parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Vous participez à la revanche de l'Afrique sur ce destin sombre qu'on lui promettait, puisque vous avez fondé également Choiseul Africa, qui a cette plateforme exceptionnelle qui connecte les générations et qui consiste à pouvoir accompagner, travailler avec la next gen, la nouvelle génération africaine. Rappelons que 60% des Africains ont moins de 25 ans et que ce fameux dividende démographique va probablement changer la face du monde. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce pari si tôt sur l'Afrique? Pourquoi est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique est suffisamment mûre pour faire partie de la solution? L'Afrique est sans doute une partie de la solution, si ce n'est la solution. Madame l'ambassadrice du Royaume du Maroc, tout à l'heure, rappelait qu'à horizon 2050, un homme sur 4, ou une femme sur 4, vivra sur le continent africain. À horizon 2100, c'est à peu près, en fonction des trajectoires démographiques, entre 40 et 50% de l'humanité qui se situera en Afrique. Donc l'Afrique fait par définition partie de la solution. Moi, ce que je vois lorsqu'on se positionne entre France et France, Europe et Afrique, je vois énormément de complémentarité. Une complémentarité déjà qui vient du fait que nous sommes les deux seuls continents, si on met de côté les matières premières et les ressources minérales, nous sommes les deux seuls continents sur cette planète à dépendre de tous les autres. L'Europe, l'Afrique dépendent des États-Unis pour tout ce qui est technologie, pour ce qui est de son armement également. On dépend de la Chine pour les marchandises, on dépend de l'Inde pour les services informatiques et bien d'autres. Mais finalement, qui dépend de l'Afrique et qui dépend du continent européen? Bien peu de personnes. Donc on a naturellement un intérêt à se rapprocher, un intérêt à travailler ensemble. Et je pense que si on arrive à unir un petit peu nos capacités, nos ambitions, nos projets, on arrivera vraiment à aller très loin et à se désenclaver finalement de ces dépendances qui font la caractéristique majeure de l'Europe et de l'Afrique. Donc notre avenir, par définition, il doit s'écrire à deux mains. Et je crois beaucoup aussi, pour rebondir sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, sur la nécessité de faire en sorte que les jeunesses se parlent, que les jeunesses africaines et européennes apprennent à se connaître, apprennent à partager des formations en commun. Et là, l'Europe a un rôle relativement important à jouer. Il est déjà engagé, effectivement, à travers toutes les écoles qui s'installent, à travers toutes les formations et les échanges qui peuvent exister entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine éducatif. Mais c'est quelque chose qui doit s'accentuer, car je suis convaincu que finalement, la solution, pour reprendre votre expression, elle est là. Merci beaucoup, Pascal. Je me tourne vers vous, Président Saadé, à nouveau. Alors, il y a un an, quasiment jour pour jour, vous inauguriez le Tangram et puis en même temps Marseille recevait la flamme olympique, donc c'est un peu le monde qui venait à Marseille. Cette année c'est le Royaume du Maroc qui est l'invité d'honneur de cette édition et rappelons-le qui est placé sous le double patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président Emmanuel Macron.
Pour naviguer dans ces eaux troubles de la mondialisation, vous misez sur l'innovation, vous misez sur la technologie, mais en termes pratiques, comment est-ce que CMA-CGM organise son agilité stratégique au jour le jour, puisque vos bateaux doivent continuer à circuler et vous devez en même temps vous adapter face à ces grandes ruptures technologiques et vous mettre dans la roue de l'IA, de la technique, mais aussi de la géopolitique. En gros, comment faites-vous pour que ce grand paquebot qu'est CMA-CGM puisse prendre ce virage à la fois technologique et géopolitique? Nous, on fait un peu comme l'Égypte. On aime travailler avec tout le monde. On croit beaucoup dans un monde où le commerce est libre, où il y a un équilibre entre les pays. C'est le meilleur moyen de pouvoir continuer à se développer. Donc oui, un groupe de transport maritime et de logistique doit s'adapter à un monde qui change très vite. Et donc nous avons une flotte, comme je le signalais, de 650 navires. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut arriver à jongler de manière quotidienne pour savoir où mettre la capacité, quels sont les pays qui sont concernés par les tarifs, quels sont ceux qui ne le sont pas, parce qu'aujourd'hui c'est devenu ce genre de situation qu'il faut qu'on gère, mais on essaie d'être du moins le plus agile et celui qui s'adapte le plus. On utilise beaucoup les nouvelles technologies, intelligence artificielle, digitale, pour permettre de créer des outils qui nous permettent aussi de mieux disposer de nos actifs, c'est-à-dire de nos navires, de les placer là où il faut et d'essayer de consommer le moins d'énergie possible. Avec grand plaisir pour développer davantage notre setup au Maroc pour ce qui est du soûtage de nos navires. Ce qu'on souhaiterait, c'est un prix attractif et de la capacité. Merci. Bon, je crois que les messages sont passés, donc il peut y avoir ensuite des tractations. Je crois qu'un bureau pourra être mis à disposition pour pouvoir négocier. Alors, il nous reste 10 minutes, toutes taxes comprises, incluant la question bonus. Donc, je vais demander à tous mes intervenants, avec le talent qu'ils ont, d'essayer de résumer un petit peu leurs réponses. Et on va faire un peu de prospective. Donc, de l'intelligence artificielle jusqu'à mon intelligence, qui est très artificielle, comme chacun le sait. L'économie, c'est la science de prévoir ce qui a eu lieu hier. On va quand même essayer de faire un petit peu de prospective. Je me tourne vers vous, monsieur le ministre Efni. Vous avez une lourde responsabilité puisque l'Égypte, elle a un passé glorieux en matière de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde se rappelle de l'alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Elle était à la fois fusionnelle et bouillonnante. Comment voyez-vous les choses dans ce couple euro-africain en matière de prospective? Est-ce qu'on va réussir à transformer l'essai? Que ça ne va pas se terminer comme Cléopâtre et Antonio. Je parlais des vrais, de Liz Taylor et de Richard Burton, pas de ceux qui ont existé il y a 3000 ans. Non, je rigole. Non, en fait, c'est une belle histoire, en fait. Nous, on croit vraiment en Europe. On a toujours cru en Europe. D'abord, la France. L'Égypte et la France, ils ont des relations très, très privilégiées. Et c'est des relations stratégiques et à un point très, très, très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais nous, on travaille avec tout le monde. Donc, on travaille avec la Chine, on travaille avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc, l'Europe passe par une crise, ça c'est sûr. Mais on croit que des pays comme la France, l'Allemagne, ils sont les leviers de l'Europe et ils peuvent pousser un peu en ce chemin-là. Donc, on croit vraiment en ce sommet qui aura lieu en Luanda, en Angola. Il y a une enveloppe dans le cadre du Gateway Development Initiative. Ce Gateway Initiative qui a été déclaré en 2022 est de l'ordre de 300 milliards de dollars. La moitié vont aller vers l'Ukraine. On espère que l'autre moitié ne va pas vers l'Ukraine aussi. On espère que ça va être regardé vraiment pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, il faut vraiment... Comme Madame la ministre a parlé des axes de développement, ce n'est pas que pour les mines seulement, parce que les axes de développement, c'est des fiber optics, des fibres optiques, c'est de l'agriculture, de développement rural, des forêts, c'est des ports internes, des dry ports, c'est un peu de tout. Donc les États-Unis, ils ont bâti leur développement sur les axes de développement. Et donc, nous, on croit qu'il y a 3 axes. Je peux ajouter un 4e axe, c'est l'axe qui va relier l'Alexandrie avec le lac Victoria.
Ça s'appelle le VICMED. Ça fait partie des projets phares de l'Union africaine. Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre, je me tourne vers vous. L'agenda 2035 va être très important et évidemment, l'échec est interdit pour la RDC car ce serait l'échec de l'Afrique tout entière. On l'a dit, de par la démographie, de par la géographie. Si vous deviez me donner 2-3 chantiers absolument essentiels sur lesquels il faut concentrer les efforts pour réussir cet agenda 2035, quels seraient-ils ? J'ai envie de vous dire que l'investissement dans la transition énergétique, je pense que ça c'est un chantier important avec nos ressources minières. Je pense aussi qu'il faut renforcer les partenariats plus équilibrés avec l'Europe, parce que comme tout à l'heure, monsieur a dit que peut-être la faiblesse était le côté diplomatique. Je pense qu'on a un levier humain très important qui est ce que j'appelle le soft power citoyen entre nos jeunesses européennes et africaines. Je pense que le levier humain est très important, surtout chez nous. Sur les 100 millions d'habitants, nous avons plus de 65% de la population à moins de 30 ans. Également, peut-être utiliser la francophonie comme un trait d'union, de rassemblement, parce que la francophonie, c'est quand même 98 pays étendus sur 5 continents, donc c'est une force importante. Vous avez demandé quoi, 2, 3, 4 peut-être aussi, qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire? Il y a tellement de choses à faire. Il y aurait, j'ai parlé du levier humain, j'ai parlé des projets, des partenariats, et peut-être la redéfinition, puisqu'on est en train de parler du pont entre l'Afrique et l'Europe, vraiment la redéfinition d'un nouveau narratif plus équilibré, plus équitable pour tous, avec une justice climatique aussi équitable, avec un financement vert aussi, et peut-être le transfert de technologies et d'innovation. Alors, Pascal, je reviens vers vous, parce que vous êtes un spécialiste de la tectonique des plaques européennes et africaines. Même question. Vous avez parlé tout à l'heure de réinventer la communauté de destin entre l'Afrique et l'Europe, et donc pouvoir redonner de la profondeur stratégique, de la perspective. Madame la ministre parle de réimaginer notre narratif commun. Mais selon vous, 1 ou 2 chantiers prioritaires qu'on pourrait voir, qui seraient finançables et qui seraient d'intérêt mutuel? Je pense que ce qui est essentiel, c'est de contribuer à l'industrialisation de l'Afrique. Industrialiser l'Afrique, ça veut dire fixer de la population, donner de l'emploi, permettre aussi au trésor public d'emmagasiner des rentrées fiscales. Et ces rentrées fiscales, elles sont réinvesties dans le développement des infrastructures publiques qui vont elles-mêmes alimenter finalement le développement économique. Donc l'Europe se doit de contribuer finalement à l'industrialisation de l'Afrique. De manière, à mon avis, le développement de plateformes communes, et je pense que Tangemed est un bel exemple de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, où on voit effectivement un certain nombre d'entreprises européennes bien installées sur le territoire marocain, en l'espèce, un certain nombre de bases industrielles dans le domaine aéronautique, dans le domaine automobile, qui vont fixer finalement de la richesse, de la valeur sur place. On peut participer également en tant qu'Européens à la création de zones industrielles. Quand on va au Bénin, quand on visite un peu cette superbe zone industrielle qui allie l'expertise européenne, notamment dans le domaine du textile, et puis une main-d'œuvre qualifiée d'un coût relativement abordable, à peu près $300 mensuels, on arrive à offrir de l'emploi, on arrive à offrir de l'activité. Et quand on voit cette zone industrielle qui a pour ambition d'embaucher d'employer à peu près 400 000 personnes à horizon de 10-15 ans, on est à peu près au tiers aujourd'hui, on se dit que là, il y a une matière à fixer la population, à fixer les talents, à fixer de la richesse et de la croissance. Et je crois que pour atteindre un peu tous ces objectifs, on se doit, et on a été échaudé quand même par la crise de Covid, par la guerre aussi entre la Russie et l'Ukraine, on a été échaudé justement par ces risques d'interruptibilité des approvisionnements et autres. On se doit de rapprocher finalement les chaînes de valeur, on se doit de faire en sorte que les proximités priment sur les grandes distances. Et si on arrive effectivement à enclencher ce mouvement qui va permettre que la transformation aussi des matières premières et des richesses minières et minérales qui existent sur le continent se réalise sur place,
plutôt que les transformations se fassent en Chine ou à l'autre bout du monde. Là encore, on va enclencher une mécanique, on va dire, et ça sera au bénéfice de l'Afrique. Et ce qui se fera au bénéfice de l'Afrique, ça sera aussi au bénéfice de l'Europe, parce qu'on est complémentaires, on est dépendants l'un de l'autre pour des raisons historiques, géographiques et d'approvisionnement et d'échange aujourd'hui. Et je crois que ce mot industrialisation et transformation des richesses, des valeurs au niveau local, ce sont les maîtres mots qui vont déterminer largement le développement économique de l'Afrique et le partenariat avec l'Europe. Décidément, c'est formidable parce que mes panélistes font les transitions. Président Saadé, ce que vient de dire Pascal Laureau, ça doit résonner avec la stratégie de CMA-CGM, monter dans la chaîne de valeur en Afrique, plus de valeur ajoutée, fixation des populations, plus de valeur ajoutée, création évidemment d'une classe moyenne. Alors, pour CMA-CGM, l'Afrique, c'est plus qu'une vocation, en quelque sorte, c'est une mission, parce que vous êtes investi dans le continent il y a longtemps. Et récemment, on a le sentiment même que vous accélérez. Alors, en octobre 2024, vous avez signé cette fameuse convention devant le président Macron et Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Auparavant, vous avez inauguré votre nouveau terminal avec le président Sisi à Alexandrie. Vous gérez notamment le terminal Lekki au Nigeria. J'ai envie de vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'Afrique qui a fait que vous y soyez investi aussi tôt? Je pense qu'on n'a vu que le début de quelque chose de très grand. Je pense que par rapport à l'Afrique, il faut être patient et il faut croire en ce qui se passe dans ce continent. Beaucoup de choses ont été dites sur son développement. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique en me disant ça prend trop de temps et nous, on a besoin de résultats rapidement. Et force est de constater que l'Afrique continue à se développer. Le monde a des difficultés, mais l'Afrique avance. Et en parlant de difficultés, on a beaucoup parlé d'Europe. Moi, je pense qu'on a besoin d'une Europe forte. Et s'il y a quelques difficultés au niveau de l'Europe, peut-être qu'à un moment donné, il faudra regarder le mode de gouvernance de l'Europe. Mais ça, c'est encore un autre débat. Sur l'Afrique, moi, ce que je souhaite dire, c'est que je crois beaucoup dans ce continent. Si on peut continuer à se développer, on le fera. On est même présent à Kribi, au Cameroun, où on exploite le terminal de Kribi, et on continuera à se développer parce que c'est vrai que c'est un continent du présent et de l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, je me tourne vers vous. C'est un peu la question bonus du local de l'étape, parce que Monsieur le Président Saadé disait en substance, la stratégie a besoin de temps, mais les peuples et les entreprises ont des besoins urgents. Réconcilier ces deux extrêmes n'est toujours pas aisé. Le Maroc et la France ont récemment réconcilié ces deux extrêmes, parce qu'ils ont un nouveau livre, selon les termes des deux chefs d'État, qui s'est ouvert à la faveur en octobre dernier. Comment vous voyez le futur de cette colonne franco-marocaine et quels sont les axes sur lesquels ce partenariat peut encore être approfondi? Oui, alors, comment je vois la chose? Je vois la chose comme exactement ce qui vient se passer entre moi-même et président Saadé il y a quelques minutes, où le président dit il nous faut des prix et de l'espace. Et on répond élégamment, mettons-nous ensemble dans un bureau et travaillons ensemble sur les hypothèses futures, sur les barrières tarifaires, sur le vote de l'OMI qui fait que les fuels verts qui viennent d'Afrique vont être de plus en plus compétitifs pour le secteur maritime, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu l'esprit de ce partenariat stratégique entre le Maroc et la France. Ce corridor franco-marocain, ce corridor OTC, donc origination, transit et certification, puisque j'ai parlé tout à l'heure des métaux et minerais stratégiques, a vraiment été voulu par les deux chefs d'État. Il a été voulu par les deux chefs d'État, d'abord parce que ce corridor maroco-français est essentiel, je dirais même existentiel pour l'Europe, mais là je laisserai mes collègues en parler de manière beaucoup plus éloquente, mais surtout essentiel pour le monde. Et là je reprends un petit peu ce que disait l'Institut Choiseul sur l'Afrique. Aujourd'hui, si je suis généreuse, d'ici 2040, d'ici 2050, si le monde veut créer de la croissance, il ne peut plus compter sur l'Asie ou sur l'Amérique latine pour créer de la croissance. Le dernier réservoir de capacité productive aujourd'hui, c'est l'Afrique. 2040-2050. Donc ce corridor maroco-français, pas uniquement pour des raisons techniques, énergétiques, digitales, etc., mais également pour des raisons sécuritaires, démographiques, etc., etc., est à même de débloquer justement ce continent africain qui est le salut économique du monde. Alors,
ça, c'est pourquoi ce corridor est important. Mais par contre, ce corridor, il faut le financer. Aujourd'hui, il faut que ce soit par des câbles ou par des liaisons maritimes vertes ou par des tuyaux, ça peut se financer que sur des balance sheets qui dépassent le PIB de n'importe quel pays nord-africain d'ailleurs, l'Égypte compris. Donc aujourd'hui, nous avons l'émergence de certains acteurs du secteur privé auxquels il faut qu'on laisse la place. Donc nous avons signé des NDA avec des entreprises marocaines, des entreprises françaises qui nous aident dans les études de faisabilité, etc. Mais également avec des entreprises qui ne sont ni françaises ni marocaines pour justement nous aider, les quelques rares entreprises qui travaillent sur ces corridors et ces connectivités transcontinentales. Nous avons eu des exemples dans le passé. Aujourd'hui, les éléments clés de succès de ce corridor, c'est que nous sortions un petit peu de cette vision traditionnelle du projet étatique financé par le contribuable français ou marocain d'ailleurs, et que nous sortions de cette vision bureaucratique de n'appliquer que certaines parties du secteur privé. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Après ce Rabat Paris Express, je vous propose pour terminer cette plénière de faire un perso express. Ça va être 30 secondes pour chacun de nos intervenants. Puisque nous avons balayé les questions d'incertitude, on va leur demander quels sont leurs rituels, vers quoi se tournent-ils lorsque le monde ne tourne plus rond et quelles sont leurs petites techniques pour pouvoir se sortir de l'incertitude. Je démarre par vous, Pascal Laureau, puisque vous êtes dans un secteur extrêmement compétitif, celui des think tanks, où l'argent se fait rare et il est compliqué de toujours trouver des bailleurs de fonds. Dans les moments de découragement, vers quoi vous vous tournez pour retrouver de l'énergie, retrouver du peps? Alors moi, je ne suis jamais découragé, parce que le découragement, c'est le début du renoncement. Donc néanmoins, quand j'ai des périodes de doute, ce que je fais, je me replonge dans les grandes biographies d'hommes courageux qui ont affronté des difficultés, qui ont eu de grands destins, et ça me redonne du courage et beaucoup de confiance. Une biographie que vous avez lue récemment? J'aime bien Churchill, récemment. Très bien. Madame la ministre Kazadi, alors peu de gens qui le savent, mais vous êtes ceinture verte de karaté. Qu'est-ce que vous trouvez dans le sport de combat que vous arrivez à transposer dans votre vie politique et dans votre combat pour la RDC? Une discipline, une rigueur personnelle qui est à mon avis essentielle pour les fonctions de responsabilité, l'esprit d'équipe, peut-être aussi la maîtrise des émotions qui me paraît utile pour la prise de décision, et peut-être aussi ce besoin de toujours se dépasser, d'aller toujours plus loin, d'être optimiste, d'être gagnant, enfin d'aimer la victoire, d'aimer les choses bien faites. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Ministre Efni, vous-même, lorsque vous devez prendre une décision stratégique, surtout lorsqu'il y a de multiples incertitudes, c'est quoi votre routine? C'est quoi votre rituel? Surtout lorsque vous avez des coups de fil compliqués à passer ensuite avec parfois des partenaires aux injonctions contradictoires. Si vous devez appeler une fois à l'ouest et une fois à l'est, vous faites comment? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est... Moi, je nage dans un livre qui n'a rien à faire avec ce que je suis en train de faire. Donc, si vous me demandez, mon dernier livre que je viens de terminer, là, c'est Amin Maalouf, que j'adore, c'est Le labyrinthe des égarés. Vraiment, je nage dans ce livre, j'oublie tout ce que me demande, j'oublie tous les WhatsApp que je reçois et je lis 1 heure, 2 heures. Là, je me dépayse complètement. Et là, je pense que j'arrive à prendre une décision à la fin. Merci. Madame la Ministre, je me tourne vers vous. Peu de gens le savent, mais vous avez contribué à la plus grande introduction en bourse de l'histoire dans une région qui a été profondément transformée en faveur d'une entreprise dont le nom commence par A et se termine par O. Et en même temps, puisque vous êtes une gestionnaire de la complexité, vous éleviez 2 préadolescents. Je suppose que ça prépare pour le métier de ministre ou pas suffisamment? Oh, jamais, jamais. Je pense que c'est très important. Lorsqu'on fait beaucoup de scénarios, et je suis sûre que Président Saadé en fait également, et nous sommes en général, on a une multitude de consultants et de banquiers, de financiers qui nous donnent des éléments prédéterminés. Alors on adore ça dans les stratégies d'entreprise ou les politiques publiques. Je pense que le plus important pour répondre à votre question, c'est de ne... Je pense...
franchement que les grands leaders ne s'en comprennent pas de prédéterminisme. Donc il y a une certaine... Je pense que ces expériences nous préparent à avoir une certaine forme d'obstination et de pouvoir, quel que soit le prédéterminisme qui se dessine devant nous, que ce soit le manque de développement dans certains pays africains, la lenteur des procédures dans certains pays, la gouvernance européenne dont on parlait tout à l'heure, il faut une certaine obstination pour pouvoir arriver à faire décoller ce beau corridor africano-européen. Donc, Madame la Ministre, vous croyez au pouvoir de la persévérance, c'est ça? Président Saadé, je me tourne vers vous. Emmenez-nous 20 secondes dans la tour CMA-CGM avec cette chaîne d'information continue, puis un leader mondial qui montre une pancarte avec les tarifs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, chez Rodolphe Saadé? Comment est-ce que vous préparez à organiser CMA-CGM face à cette grande incertitude lorsqu'elle survient? Par rapport à certains de mes confrères ont dit, moi, je cours. Donc quand je voyage, j'ai une paire de baskets, un t-shirt et un short, et je cours. Donc ça me permet de réfléchir un peu, de me rafraîchir les idées et de garder la tête froide. Et ce qu'il faut faire dans cette période très compliquée, c'est surtout et avant tout garder la tête froide, parce qu'on a l'impression que le plus dur est derrière nous. En fait, le plus dur est devant et il faut juste être solide, avoir une équipe autour de soi, avoir une famille autour de soi. Et à partir de là, the sky is the limit. C'est ce qu'on dit à la CMA-CGM. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'an dernier, je disais que la moitié de la salle travaille avec CMA-CGM et l'autre moitié a envie de travailler avec CMA-CGM. Je pense que Decathlon va avoir un très grand succès cet après-midi et que les gens vont aller acheter des baskets pour espérer rencontrer le président Saadé sur la corniche marseillaise. Mesdames, Messieurs, c'était la version de nos intervenants de cet atterrissage de l'économie mondiale et de la géopolitique. Je vous demande de les applaudir bien fort et je vous demande de vous lever pour la photo de famille. Merci.